Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth et merci de nous être aussi fidèles. Bienvenue sur Ici Éco. La parité de la livre libanaise au marché noir reste stable sous le seuil symbolique des 100 000 livres libanaises par dollar. Cette tendance pourrait s'expliquer par l'injection quotidienne de dizaines de milliers de dollars sur le marché, à un total qui dépasse les 1,8 milliard de dollars depuis le 31 mars 2023. Au rythme actuel des dépenses de la BDL, de nombreuses interrogations sont légitimes, notamment sur la durée de cette intervention et du cours du dollar au marché noir durant les quelques semaines à venir. En même temps, le conflit politique bat son plein alors que la communauté internationale est fatiguée par les promesses vaines des autorités libanaises. Comment peut-on discuter avec le Fonds monétaire international, faire face à la hausse des prix, l'inflation, faire tourner la roue économique, ajuster les salaires, retourner à des niveaux de croissance? L'horizon est bouché parce que les forces politiques ne parlent pas ensemble, mais parlent les unes contre les autres. Et généralement, la politique n'est pas un conflit, mais plutôt un travail dans l'intérêt des citoyens, ce qui n'est pas le cas au Liban. Le Liban est en train de vivre un conflit stérile. Durant cet épisode, nous abandonnerons l'actualité économique, les enjeux des négociations avec le Fonds monétaire international, les différents scénarios liés à la fin du mandat du gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salamé, et nous nous pencherons aussi sur l'avenir de la plateforme Sayrafa, et tout cela avec le professeur économiste Jassem Ajaa. Ainsi, nous abandonnerons le rôle des femmes dans la relance économique avec la présidente de l'association des femmes dirigeantes WLA, Madiha Raslan, avec qui je démarre cet épisode. Madiha Raslan, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, Monsieur Maurice, et merci à Ici Beyrouth aussi. Donc voilà, quel est le rôle des femmes dans l'économie et quelle est l'importance de leur participation au cycle économique? Tout d'abord, ce sujet n'est pas nouveau. Nous vivons aujourd'hui dans une époque où les femmes sont égales aux hommes en termes de capacité à participer à la vie économique, sociale et politique. Et nous pensons que les femmes jouent un rôle plus important et plus actif. Lorsqu'une femme participe à la production, à l'investissement et à la lancée des entreprises, même si elles sont micro, petites ou moyennes, elles achètent des marchandises dans tous les cas, elles exploitent une usine, elles embauchent des gens qui auront un revenu pour subvenir à leurs besoins, elles retirent un prêt. Regardez combien d'établissements, combien d'opportunités ils en bénéficieront. Mesurez cela sur le nombre de femmes qui ont la volonté, la capacité et le soutien, et voyez comment l'économie fonctionnera, et cela augmentera la croissance du produit national local. Ensuite, les femmes ont des éléments et des avantages que les hommes n'ont pas. Oui, comme quoi? Par exemple, elles ont une capacité très élevée dans la multitâche, elles ont une très grande capacité à relever les défis, elles ont une intelligence émotionnelle très forte. Et les femmes sont des leaders et des présidents des conseils d'administration dans les entreprises valant des milliards de dollars, comme on le voit au niveau mondial. Elle n'est pas le soldat inconnu, elle est le général qui dirige une force humaine qui peut atteindre des milliers et jouera un rôle de plus en plus essentiel à l'avenir. Certainement, vous êtes là à continuer la guerre, à faire la guerre des femmes dans le secteur public et ainsi dans le secteur privé. Mais pensez-vous que les femmes aujourd'hui jouent un rôle de sauvetage dans la prochaine étape? Que faites-vous pour sauver le Liban, vous? La femme est le pilier principal du foyer. Elle s'occupe des enfants, de la gestion de la maison et de son mari exigeant. Et elle fait tout avec succès. Aussi dans le domaine des affaires et des investissements. Malheureusement, les femmes n'ont pas obtenu tous leurs droits et n'ont pas trouvé le soutien et l'environnement nécessaires pour développer leurs capacités dans ce domaine. Mais si nous leur donnons la liberté totale de prendre des décisions, de diriger les entreprises, de diriger des syndicats et d'être actifs au niveau politique, nous verrons une énorme différence entre le passé et l'avenir. On essaie de lancer des initiatives pour être un peu agressifs dans notre façon de travailler, en ouvrant des nouveaux chantiers pour qu'on essaye de changer le statu quo. Bien sûr, les femmes ont un rôle de sauvetage dans la prochaine étape. La première chose que nous avons essayé avec les hommes pendant des décennies, et nous avons vu ce qui en ressortait, nous les avons essayés dans la vie politique et ils ont prouvé le horrible échec
Mais pas toujours. Nous les avons essayés. Ah, mais il y en a. Et voilà, ok. Nous les avons essayés dans la vie pratique et nous avons vu à quel point ils dépendent des femmes. Par exemple, savez-vous que 60% du secteur touristique est occupé par des femmes? Hmm. Il y en a beaucoup plus d'exemples. Je vous parie que si le pays est rendu aux femmes, ça sera comme sur les roulettes. Et ce n'est pas une blague. Nous avons des expériences réalistes que nous voyons dans chacune de notre maison tous les jours. Et voilà, cela nous mène à une question fondamentale. Vous êtes en train de préparer un événement nouveau, passionnant. Pouvez-vous nous en parler un peu plus de cet événement, Madiha Arslan? Certainement. L'année dernière, l'Association des femmes dirigeantes a participé à Expo Dubaï en lançant une conférence et une exposition Ana Loubnania Arabia. Et ce fut un événement réussi que nous avons décidé d'étendre cette année et de traiter avec de nouveaux partenaires stratégiques. Après avoir étudié la réalité du marché, nous avons constaté que les femmes sont un élément actif dans le secteur du tourisme. Nous avons également constaté qu'elles ont une plus grande participation au programme universitaire pour cadres. Pour cette raison, nous avons décidé de lancer une nouvelle initiative que nous avons appelée Lebanon, an Arab Entertainment Hub, axée sur le secteur des loisirs, du divertissement et du tourisme et sur le thème de formation des cadres. Cette initiative est divisée en 3 volets. Le premier volet, la deuxième édition de la conférence et de l'exposition, qui comprendra une large participation d'Égypte, du Jordanie, de Tunisie, du Koweït et d'autres pays aussi. Il y aura des sessions sur le choix du Liban comme capitale des médias arabes, en plus du rôle des femmes dans le domaine des affaires et du tourisme. Une session et en communication efficace avec un expert dans ce. La deuxième partie des activités sera le lancement du programme académique She Leads à l'Université Saint-Esprit Caslier. Les conférenciers seront excitants, tels que l'homme d'affaires international Carlos Rosson. À la fin du programme, les participantes recevront un diplôme certifié de l'université. Je ne vous écoute pas. Ça va, c'est un problème de connexion. C'est pour ça, je pense que c'est clair un peu en ce qui concerne l'événement. Mais voilà, excusez-moi pour la connexion, mais voilà, c'est ça le Liban. Madiha Arslan, président de l'Association des femmes dirigeantes WLA. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et on passe à l'actualité économique avec le professeur et économiste Jassem Aja. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Professeur Aja, donc la période de l'après-Salami, on commence directement par l'affaire Salami. Les uns la voient comme une période d'incertitude, donc surtout en cas de vacances de poste du gouverneur, et d'autres la voient comme la fin d'une ère qui a duré depuis la guerre civile. Quel est votre avis sur le sujet? Non, je la vois comme une période d'incertitude parce que on le sait très bien, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'accord, ils ne se sont pas mis d'accord, donc les forces politiques ne se sont pas mises d'accord sur le nom du prochain gouverneur. Et comme on le sait, en fait, les décisions sont prises à l'extérieur du gouvernement et puis le gouvernement ne fait que signer l'accord. Donc, il n'y a pas d'accord pour l'instant sur ce sujet. Et il y a aussi une sorte de déclaration de la part du chef du Parlement donc, qui dit qu'il est contre la nomination d'un gouverneur en l'absence du président de la République. Donc, la situation est assez dramatique. Et donc, en cas de prise, je dirais, par intérim d'un vice-gouverneur du poste de gouverneur, on voit mal comment, en fait, il va prendre les décisions, surtout en ce qui concerne la politique monétaire. Il a besoin d'une couverture, je dirais, quelque part juridique de la part du conseil de la banque. Et donc, ce conseil, comment il va faire fonctionner. Donc, ce n'est pas un nouveau démarrage. Donc, je ne pense pas que c'est un nouveau démarrage. Je pense que c'est plutôt une période d'incertitude. Et je dirais, j'ai peur quelque part de la réaction des banques et de la réaction donc, du terrain, c'est-à-dire le marché noir, comment ils vont réagir par rapport en réalité donc, c'est ici la question aussi. Comment réagir? On s'attend à quoi en ce qui concerne le taux de change sur le marché noir et en ce qui concerne Sayrafa?
Alors, on le sait très bien. Donc, pendant une période donnée, donc, on est arrivé à quelque chose comme 145 000 livres libanaises pour le dollar. Et donc, la seule chose qui a ramené le dollar, je dirais quelque part, un tout petit peu, l'a ramené à sa raison, c'est en fait l'intervention du gouverneur de la banque. Mais professeur Aja, l'intervention, c'est une injection de devises étrangères de dollars sur le marché. Peu importe. Plus de milliards, 1 milliard 800 millions de dollars. Peu importe, on ne va pas entrer dans ce... Mais est-ce que la Banque centrale possède encore ces outils-là d'intervention? Je vais y revenir juste quelques secondes plus tard. En fait, c'est l'intervention du gouverneur donc, qui a fait changer la donne. Et donc, ce qui a ramené donc, le prix à 90. Et à mon avis, il pouvait même aller largement en dessous de ce chiffre. Mais il semblerait donc que le désir de ramener des revenus pour le gouvernement par le biais de Sayrafa et le prix de Sayrafa relativement donc par rapport à la facture d'électricité, à la facture du téléphone, je pense que c'est ça la raison principale qu'ils ont mis ce niveau assez élevé. Mais en réalité, la procédure ou le mécanisme est le suivant. En fait, on a du côté de la politique monétaire la circulaire 161. Donc dollar cash versus livre libanaise cash. Donc ça a dû absorber une grosse quantité donc, de livres libanaises en circulation. De l'autre côté, il y a en fait le paiement de tout ce qui est service public, tout ce qui est douane et TVA, donc en livre libanaise cash. Et ça a dû ramasser une grosse somme. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux taux aussi. Oui, bien sûr. Donc, ça a augmenté en fait en termes de taille ce que le gouvernement a ramassé comme livre libanaise du marché. Et donc, ça a obligé pratiquement les commerçants, à chaque fois qu'ils voulaient payer... Ça, c'est temporaire. Non. On ne peut pas continuer comme ça. Je vais vous le dire. Imaginez que demain, par exemple, le prix sur le marché noir remonte à 120 000, par exemple, 130 000. Sayrafa ne peut pas rester à 90 000. Donc ça va remonter, ça va resuivre. Donc vous voulez me dire quoi? Et donc, ce qui va se passer, c'est que, en fait, la quantité d'argent de livres libanaises cash que le gouvernement va ramasser deviendrait en fait beaucoup professeur plus importante. Les téléspectateurs attendent de vous une réponse claire en ce qui concerne la phase à venir. Donc, le mécanisme mis en place assure la stabilité. En revanche, le niveau de cette stabilité et donc, je dirais quelque part, dépend beaucoup de la décision du gouvernement en ce qui concerne le financement, en fait, ou plutôt la contribution au salaire du secteur public, mais aussi à ses propres dépenses. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on pourrait voir, en fait, des sauts vers le haut. Mais à mon sens, donc, la stabilité en fait, temporelle, elle va rester assurée par le biais de ce mécanisme que je viens d'expliquer, et qui est un mécanisme, je dirais quelque part, ingénieux. C'est vrai que ça augmente la facture sur le citoyen, mais quelque part, en termes monétaires, ça assure quelque part une certaine stabilité. Mais vous voulez me dire que quand le gouverneur va quitter la Banque centrale, la même politique va... continuer? Ça, on le présuppose, parce que quelque part, il n'a même pas en fait le pouvoir de le faire s'il n'est pas gouverneur, donc désigné par le gouvernement, par un décret officiel. Je pense qu'il n'aura pas en fait quelque part le pouvoir de le faire. Certainement. Deuxièmement, est-ce qu'il aura les compétences nécessaires pour assurer quelque part le fonctionnement en fait, et parce que là aujourd'hui, vous le savez très bien, on travaille avec des agrégats monétaires. On est passé pendant 30 ans d'une politique de stabilité donc du prix du taux de change vers une politique de gestion des agrégats monétaires, c'est-à-dire j'augmente la masse monétaire en livres libanaises, je la réduis, en dollars, je la réduis, et ainsi de suite. C'est par ici, permettez-moi. Oui. Je pense que là, on a besoin en fait d'une gestion quantitative donc de la monnaie sur le marché. C'est pour ça, ma question était aussi... Et là, il y a juste un point, si vous me permettez. Ce point, en fait, consiste à dire que
La gestion quantitative présuppose qu'en fait, il y a une autorité financière de l'État sur tout le territoire. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ce qui n'existe pas. Et donc, je vois très mal, en fait, en réalité, un nouveau débarquant, changer de politique. Mais donc, quel profil de gouverneur nous aurons besoin? Quelle politique monétaire? Donc voilà, vous avez déjà dit une politique de contrôle quantitative. Hein. Pour l'instant, parce que là, c'est Et extrêmement quel profil? difficile. Non, je pense honnêtement, le profil va être déterminé par la politique monétaire que le gouverneur va poursuivre. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, la seule politique qui pourrait marcher, c'est une politique où elle a comme cible l'inflation. Donc, on ne fonctionne plus avec le principe du prix, mais avec la cible plutôt inflation. Donc il y a trois types de politique monétaire. Il y a la gestion, ou plutôt la cible agrégat monétaire, c'est-à-dire on cible plutôt les agrégats, c'est ce qu'on utilise actuellement. Pendant la période de stabilité, pendant les 30 ans de l'ère de Salamé, c'était quelque chose comme plutôt la cible prix. Et puis aujourd'hui, je pense que la seule politique possible, je dirais quelque part, c'est plutôt la gestion par inflation. Donc on va prendre la cible de l'inflation comme target. Et à partir de là, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est bien sûr de gérer cette inflation. Parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de continuer avec une stabilité de prix, même si moi j'étais pour cette stabilité de prix parce qu'elle a assuré en fait la stabilité des prix du citoyen. On va y revenir aussi un peu plus tard, mais elle a assuré une certaine stabilité. Mais répondez-moi, mais non, à quel coût? Si Durant vous les voulez, 30 ans? Si vous voulez, en fait, si vous ne faites pas d'échange avec l'extérieur, ça ne vous coûte absolument rien. Si vous faites d'échange avec l'extérieur, ça va dépendre en fait de la taille de l'échange. En principe, il n'y aura pas de souci si les taux douaniers, d'accord, les taxes douanières avaient été élevées, n'étaient pas en fait si basses qu'aujourd'hui. Qui ont été appliquées. Et donc, même je pense qu'avec vous, à un moment donné, on s'est dit qu'en 2015, l'Union européenne allait introduire en fait tous ces biens et services au Liban sans taxe douanière. Hein. Et donc, l'idée de base, c'est que les gouvernements successifs n'ont pas pris les décisions nécessaires à ce stade et par conséquent, le coût, en fait, en réalité, était élevé. Mais si les gouvernements successifs avaient pris les décisions nécessaires à ce niveau, à savoir augmenter donc le taux des taxes douanières, à mon sens, le coût aurait été beaucoup plus petit. L'idée de base ici aussi, c'est de dire que n'oubliez pas la contrebande des dollars qui ont été. Je consacre un temps pour la contrebande. Laissez-moi la contrebande pour d'ici quelques minutes. C'est pour parler c'est important. Les coûts. Oui, certainement. Mais revenons un peu à ce qui concerne le cours de la livre libanaise. Depuis le 31 mars jusqu'à aujourd'hui à peu près, la Banque centrale a été obligée, ou bien le volume de transactions sur Saïrafa a dépassé les 1,8 milliard de dollars. Certainement, mais ça ne vient pas tous toute cette somme ne vient pas nécessairement donc, de la Banque centrale. Il y a trois vendeurs donc, là-dessus. Il y a les banques, il y a les exchange dealers, donc catégorie A, et puis il y a la Banque centrale. C'est vrai que la Banque centrale est de loin, je dirais, le plus gros vendeur sur Saïrafa, mais tout ne vient pas nécessairement donc, de cela. Vous êtes convaincu que la Banque centrale, à un certain temps, était capable de pouvoir contrôler les deux marchés, le marché parallèle ou bien le marché noir et le marché officiel? Ces deux marchés sont obligatoirement liés et sont liés mécaniquement. C'est parce que la Banque centrale a pu contrôler ces deux marchés? Oui, absolument, sont liés obligatoirement en fait, ensemble. Je vais vous dire pourquoi. En fait, je pense que le gouverneur avait compris à un moment donné, avec bien sûr le conseil de la Banque centrale, ils ont compris quelque part à un moment donné la difficulté en fait de couper complètement entre le marché officiel et le marché noir. Et je pense qu'un Saïrafa, quelque part, ça constitue quelque part un mélange entre les deux. Imaginez-vous que la Banque centrale
qui est un organisme officiel et qui lui est interdit obligatoirement en fait de ne pas travailler avec des agents autres que les banques. Donc aujourd'hui, il est obligé en fait de travailler avec des agents autres que les banques. Aussi de l'autre côté, imaginez-vous que par exemple les exchange dealers, donc qui font quelque part parfois du marché noir, enfin tout le temps du marché noir, ils vont ramener de l'argent en fait qui peut être aussi quelque part de l'argent sale, ils vont le ramener sur cette plateforme. Donc l'idée de base, c'est dire que c'est quelque chose, un mix entre les deux. Et je pense que n'importe quelle réunification des taux de change ultérieurs, obligatoirement, elle doit passer par ça. C'est pour ça. Est-ce que le Liban, vous pensez qu'il a besoin d'un nouveau régime de taux de change pour mettre fin à ce chaos avec, oui, avec la multitude de taux de change? Absolument. Comme je vous ai dit, en fait, il faudrait que la politique monétaire soit une politique donc dirigée par la cible inflation. En plus de ça, il faudrait que rendre la monnaie flottante. Il faudrait que ce soit fait progressivement. Donc l'expérience nous a montré récemment, pas plus loin que récemment, que en fait les marchés, surtout les marchés noirs qui ne sont pas contrôlés, ça pourrait atteindre le prix pourrait atteindre en fait, ou plutôt le taux pourrait atteindre des chiffres astronomiques. On pourrait passer facilement les 6 chiffres sans aucune difficulté en quelques jours, voire en quelques semaines. L'idée de base, c'est de dire quelque part, on ne peut pas lâcher le dollar dans un pays où la corruption, en fait, fait rage. Mais la perte de confiance dans la monnaie nationale, dans la livre libanaise, elle se traduit aussi par le soif de dollars sur le marché. Et certaines disent voilà, que la confiance dans la monnaie nationale ou la monnaie libanaise ne sera pas rétablie. Ma question, pensez-vous que le Liban va-t-il jamais vraiment réexercer sa souveraineté monétaire? Oui, je pense, oui, honnêtement, je le pense, au moins au niveau technique. Je ne parle pas au niveau politique parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité. Mais au niveau technique, oui, c'est faisable. D'ailleurs, en 1993, donc, quand le gouvernement est arrivé, on avait des taux, des taux de change assez élevés. Et puis, ça a pris 4 ans avant de rétablir la situation. Donc, je pense qu'une période de 2 ans, 3 ans, 4 ans, si on a l'appui du Fonds monétaire international, on pourrait facilement rétablir, je ne dirais pas la confiance 100%, mais au moins, en fait, une certaine confiance en très peu de temps, en fait, sur le court terme. Je dirais peut-être de l'ordre de 2 ans. Je ne vais pas être, en fait, parce que là, vous le savez très bien, avec les réseaux sociaux, donc ils vous coupent en fait un petit morceau de ce que vous dites et puis ils le ramènent. Bien sûr, tout ça, ça dépend en fait des scénarios politiques qu'on va avoir. Parce que si le nouveau gouverneur qui va être désigné, je l'espère très 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 bientôt, parce que ils peuvent pas laisser ce poste crucial. Vacant comme ça, en fait, c'est inadmissible. Mais imaginez qu'ils désignent demain matin, en fait, un nouveau gouverneur. La question qui se pose, est-ce qu'ils vont le laisser travailler? Donc, et ça, l'idée de base, c'est, comme vous le savez très bien, quelle est la réaction des banques si le poste reste vacant? Est-ce que avec en fait les poursuites juridiques et avec la procureure générale du Mont-Liban, oui, par exemple, Radaon, et c'est justement la question avec les discussions sur les 5 licences pour 5 banques commerciales donc que le gouvernement réclame. On avait vu ça avec le plan Hassan Diab. Ça avait commencé avec Hassan Diab. Ça c'est plus dangereux pour les banques aujourd'hui parce que vous le savez très bien, ces banques ont aujourd'hui une certaine liabilities donc envers les déposants. Et ces liabilities, si elles n'ont pas, ces banques n'ont pas de revenus, comment vous voulez qu'elles rendent cet argent aux déposants? Et donc l'idée de base... Mais pourquoi c'est aussi dangereux de dire que voilà, il faut remettre à zéro, il faut commencer avec de nouvelles banques? On ne peut pas parce que ça c'est basé sur la confiance. La confiance, c'est pas quelque chose qui, on change d'étiquette, on change de nom et puis ça y est, ça se passe. Non. Si vous voulez, le problème initial du Liban, c'est la corruption. Le premier ennemi de la corruption, en fait, c'est l'état de droit. Donc, vous le savez très bien, il y a plus que 75 lois au Liban qui ne sont pas, en fait, appliquées.
Et ces 75 lois, parmi ces lois, il y a aussi le combat, le combat contre la corruption. Vous le savez très bien, même tout simplement la loi sur la circulation, Qui n'a pas jamais appliquée. été appliquée. Hein. La loi sur la cigarette, donc, elle n'est pas appliquée. Partout, en fait, c'est pas appliqué. Donc, l'idée de base, c'est de dire, quand un investisseur ou un déposant veut mettre de l'argent dans une banque, il n'a qu'un seul garant, c'est l'autorité judiciaire. Aujourd'hui, l'autorité judiciaire n'est pas indépendante. Et si elle reste dépendante de la classe politique, on ne pourra jamais voir un secteur bancaire sain et sauf. C'est très important. Mais le procureur général du Monument Radaon était là pour appliquer les lois. Vous étiez là à dire que non, ce que Madame Anne faisait, c'était faux. Non, je dis tout simplement... Au niveau économique, certainement, pas au niveau judiciaire. Je ne suis pas un expert, effectivement. C'est pour ça, je voulais dire ici au niveau économique, au niveau bancaire. Ce que je peux dire à ce niveau, peu importe les interventions politiques au niveau du corps judiciaire, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour l'économie. Et donc ça enlève toute confiance. Même si les décisions prises par les juges sont correctes ou pas, le manque de confiance, ça affaiblit, si vous voulez, le poids de la décision du juge lui-même. Et donc aujourd'hui, si vous posez la question à n'importe qui dans la rue, est-ce que vous pensez que la politique fait gérance dans les affaires judiciaires? Et il va vous dire oui. Donc l'idée, c'est que tout le monde a au moins la perception que les politiciens, en fait, interviennent dans les affaires juridiques. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et je pense que c'est l'obstacle majeur devant le secteur bancaire. La Banque centrale avait publié le 19 avril la nouvelle circulaire 165. Donc, juste pour se rafraîchir la mémoire, donc, la nouvelle circulaire 165 de la Banque du Liban, publiée le 19 avril, a clairement distingué les anciens et les nouveaux fonds déposés dans les banques. La 165 permet aux déposants de payer par chèque, à partir de leur compte, d'effectuer des virements entre banques et d'utiliser leur carte de débit. La nouvelle circulaire qui doit entrer en vigueur certainement le 1er juin, certainement elle voulait donner aux banques le temps d'adapter leur système, stipule que la condition sine qua non est que les comptes quotidiens des banques américains, ou bien des dollars américains certainement, des dollars américains frais, donc le fresh dollar, ou des livres libanaises fraîches. Pour faciliter des transactions, la BDL mettra en place un nouveau système de compensation indépendant de celui utilisé par les dépôts datant d'avant la crise. Vous dites quoi de la circulaire 165? En fait, le jeudi, juste pour ajouter un petit point, le jeudi 11 mai, c'était le dernier délai pour que les banques qui souhaitent entrer dans le nouveau système de settlement, donc pour ouvrir des comptes frais, de l'argent frais. En dollars ou en livres libanaises? Les deux. Les deux. Alors, ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Vous le savez très bien que notre économie s'est transformée complètement en une économie cash. Cette économie de cash, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, elle est dangereuse même pour les banques commerciales, pour la banque centrale, pour tout le monde. Comment justifier la source de l'argent? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, je pense, si vous me permettez, entre deux guillemets, ou entre parenthèses, je vais vous dire, donc demain, quand la confiance sera rétablie, je l'espère, au niveau des banques, vous allez remettre votre argent que vous avez chez vous à la banque. La première question que la banque va vous demander, c'est d'où vient cet argent. Et donc, l'idée de base, c'est qu'aujourd'hui, et ça je vous le dis pour la première fois, donc une partie des questionnements donc, des équipes européennes, donc des équipes judiciaires européennes, c'est aussi sur l'origine de l'argent que les gens en fait renvoient vers l'Europe ou transfèrent vers l'Europe, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles. Donc revenons à cela. Au 165. Donc toute l'économie, c'est une économie de cash. Okay. Elle est dangereuse pour les banques, elle est aussi dangereuse pour les citoyens. Et donc avec les paroles à propos de l'ouverture de 5 nouvelles banques,
Bah là, si vous voulez, donc là, on est en train quelque part d'écraser les dépôts. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait, au moins, dans un scénario très mauvais ou, je dirais, quelque part pessimiste, présupposer qu'il est prémédité justement pour, en fait, mettre un tiret sur les dépôts bancaires. Donc l'idée de base, c'est de comment dirais-je, réactiver le secteur bancaire et puis de le refaire à rentrer quelque part dans le système international, parce que vous savez, le settlement, que ce soit en dollars ou en livres libanais, ça va être fait à la Banque centrale. Et là, ça va au moins minimiser cette économie de cash. Ça va permettre en fait aux banques d'avoir des dollars. Et demain, si on règle l'affaire des dépôts avant le 17 octobre 2019, bah là, on pourrait penser que les banques seront automatiquement... Donc vous voulez me dire la circulaire 165, elle a augmenté le ratio de liquidité dans les banques, de contribuer à réduire l'économie du cash, à aussi réguler les activités bancaires et relancer l'économie. Mais oui. La circulaire aussi distingue entre deux genres de déposants. C'est vrai. Ancien et nouveau. C'est vrai. Et ça, c'est illégal. C'est complètement vrai. Ça, c'est contre la Constitution. Je suis incapable de vous le dire parce que je ne suis pas un expert juridique. Tout ce que je peux vous dire, n'attendez pas en fait des miracles de cette circulaire. Cette circulaire, même si elle entre en application aujourd'hui, ça va prendre plusieurs mois avant que les gens ne fassent confiance donc à ce système, parce que n'oubliez pas, vous allez déposer de l'argent à la banque. Donc là, vous êtes en train de remonter votre peur, la peur que votre argent, votre ancien argent, il est toujours à la banque et on ne vous le donne pas. Donc vous allez mettre de l'argent frais à la banque. Donc là, ça va demander beaucoup de temps avant d'être, je dirais, quelque part exploité de façon complète par les agents économiques. Donc c'est pour cette raison, il faut vraiment le remettre à sa place. Alors j'ai lu pas mal d'articles à ce sujet en disant que on est en train en fait de mettre une croix sur les anciens avant dépôts, 2019. etc. Non, je pense que c'est c'est pas faisable. Il n'y a qu'une seule chose, à la limite, avec ma connaissance limitée en droit, je pense qu'il y a une seule chose qui permettrait donc de mettre une croix sur les dépôts bancaires, c'est tout simplement la liquidation des banques Vous êtes d'accord que la restructuration des banques est inévitable? Et obligatoire. Mais quel est le rôle, selon vous, de l'importance du secteur bancaire dans tout plan de relance? Si vous voulez, en fait, est-ce que vous savez pourquoi il y avait de la croissance au Liban pendant toutes ces années? C'est grâce au crédit que le secteur bancaire donnait. Vous le savez très bien, donc les crédits bancaires, ça a aidé en fait tout le monde à faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voulait, que ce soit au niveau des voyages, plaisirs personnels, l'achat des voitures, achat d'appartements, la consommation, tout ce Donc que vous voulez dire la relance économique obligatoire et reliée directement à un secteur bancaire. Continuez la phrase. Je vais vous le dire, il y a deux modes de financement de l'économie. Soit par les marchés financiers, et ça c'est le cas des pays développés, soit par le secteur bancaire, c'est le cas des pays qui sont moins développés. Et donc le Liban rentre dans le deuxième cas. Donc on n'a aucun moyen de se financer en termes économiques que par le biais du secteur bancaire. Aujourd'hui vous allez me dire, mais il y a beaucoup d'argent en fait entre les mains des commerçants, etc. etc. C'est vrai, ça pourrait être vrai, mais je peux vous dire que le nombre il est assez limité. C'est-à-dire le nombre de ceux qui ont de l'argent est assez limité et donc ils distribuent un tout petit peu et c'est pas ça l'économie. L'économie c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire si vous avez un $100 en fait que vous devez distribuer et vous avez le choix entre une personne et 10 personnes, il faudrait mieux la donner, ces $100 à 10 personnes, parce que la consommation va augmenter, l'investissement va augmenter, etc. Alors que pour une seule personne, la consommation, elle est assez limitée, et même l'investissement, il pourrait être limité. Le projet de loi de restructuration des banques se base sur les pertes, ou bien définir les dettes, soi-disant ce ne sont pas des pertes, les dettes des banques et du gouvernement et de la Banque centrale. Est-ce que, selon vous, le point central du redressement du secteur financier commence par admettre une répartition des pertes qui soit... Combien ces pertes? Est-ce que vous pouvez me dire?
On n'est pas d'accord sur la Mais méthode. il faut avoir des chiffres. Hein. Non, mais c'est pour cette raison que le FMI avait comme demandé, en fait, à un moment donné, de réévaluer les 14 premières banques au Liban. Ça n'a pas été fait. Bon, ça n'a pas été fait, en fait, parce que... Qui est responsable? Je pense que c'est le gouvernement. Je dis toujours, en fait, on me dit, pourquoi vous mettez tout sur le dos du gouvernement? Parce que par le biais de la Constitution, celui qui met les politiques et qui l'exécute, c'est le gouvernement. Donc je ne peux pas, en fait, mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre si la Constitution dit que c'est le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui en est responsable. Je dis à quelqu'un... Mais monsieur, juste... vous voulez que... mais je suis perdu un peu. Parce que parfois vous me dites que non, il y a l'indépendance de la Banque centrale, il y a l'indépendance des banques, il y a le code monétaire non, qui dit banques... que non, on est indépendant et... Vous rejetez ici la responsabilité sur le gouvernement pour la restructuration des banques. Oui, bien sûr, parce que ça, c'est hors du contrôle, ou plutôt les fonctions que le Code de la monnaie et du crédit a données à la Banque centrale. Donc, n'entre pas là-dedans, en fait, la restructuration des banques. C'est hors de ses fonctions. Donc c'est la responsabilité du gouvernement. Oui, obligatoirement, en fait, obligatoirement. Alors parfois, il y a besoin, en fait, d'un certain nombre de lois qui devraient être votées par le Parlement, mais c'est quelque chose, en fait, c'est la responsabilité principale du gouvernement. Quelle est l'importance de la répartition des dettes? Non, mais c'est ce que j'ai essayé de vous dire. En fait, vous ne pouvez pas faire une répartition sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, l'État renonce, ou plutôt renie, sa dette. Et donc ça, c'est quelque chose qui va attaquer fortement la confiance au Liban. Comment vous voulez vendre après n'importe quelle obligation? Mais le plan de relance de M. Saad Hicham, il voulait reprendre à zéro. Non, mais c'est en fait, avec tout le respect que je dois à ce monsieur et puis à tout le gouvernement, je ne pense pas que la question de la confiance se fait en éliminant les dépôts des déposants. Non, obligatoirement, en fait, c'est le premier critère à mon sens. Mais pour lui, c'était le Fonds monétaire qui avait demandé cela. Alors, j'avais traité mais on cette question. On ne sait pas très bien si M. Saad Hicham ici travaille pour le gouvernement ou bien pour le Fonds monétaire. On ne sait pas, on est perdu. Hein. En fait, j'avais traité cette question avec profondeur pour savoir vraiment si le FMI avait demandé tout simplement d'éliminer en fait les dépôts bancaires. Si vous voulez, la réponse n'est pas simple. La réponse n'est pas simple. Vous savez que l'argent des déposants se trouve chez le gouvernement. Donc la dette publique, c'est à 85% donc, de l'argent tout simplement des déposants. Alors l'idée de base est de dire n'importe quel haircut sur la dette publique, elle va se traduire automatiquement par en fait tout simplement un haircut sur les dépôts bancaires. Alors l'idée de base est de dire comment le FMI pourrait demander de faire un haircut sur les dépôts. La réponse, elle n'est pas simple. Je vais vous dire, ce que le FMI dit clairement, c'est la chose suivante. Vous regardez, selon votre propre loi, à savoir la loi 44/2015, vous regardez quel est l'argent en fait propre et l'argent sale, et vous faites en sorte que tout simplement, toute chose se fait selon cette loi. Alors, mais en même temps, le FMI, il est contre le fait de faire supporter à la génération future la corruption de la génération actuelle. Et donc, il dit que tout simplement, donc, la dette publique, elle va rester pour plusieurs générations dans le futur. Et donc, là, on est en train de supporter la corruption des générations d'avant. Et ça, il ne l'accepte pas, en fait. Ou plutôt, le FMI ne l'accepte pas. En ce qui concerne les négociations avec le Fonds monétaire international, les réformes réclamées par le FMI semblent être gelées. Donc, c'est vrai. Quelles sont les raisons de ce gel? Quels sont les obstacles politiques, institutionnels? Et c'est aussi ces obstacles qui entravent la mise en place des réformes au Liban. Et de remettre aussi sur les rails les négociations avec le Fonds monétaire international. Il y a en fait un mélange de plusieurs facteurs qui empêchent les réformes de se mettre en place. La première, c'est avant tout en fait quelque chose qui est en relation avec la corruption. Vous le savez très bien, le secteur public est vraiment, je dirais quelque part avec pionnier. La correction des salaires qu'on avait vu. Exactement, en fait. Depuis quelques semaines, catastrophique. Aujourd'hui, j'ai entendu un chiffre, je vais vous le dire, en fait, c'est de Monsieur Adra, le directeur donc
Daouli El-Maloumet. Daouli El-Maloumet. Donc, il disait à un moment donné, donc, dans une émission télévisée, qu'il y avait plus que 400 000 employés donc, dans le secteur public. Qui dirige une agence d'information, c'est ça? Exactement. Monsieur Adra. Et là, vous savez ce chiffre, ce que ça veut dire? Donc c'est énorme, plus que 400 000, il a dit plus que 400 000 employés dans le secteur public. Donc c'est quelque chose de catastrophique. Donc il faut restructurer le secteur public. Obligatoire. On ne peut plus payer l'argent, on ne peut plus payer les salaires et les pensions aussi. Il faut être les retraités. Là, il faut être très prudent parce que vous savez, il y a un côté social qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas renvoyer quelqu'un qui n'a pas d'autres sources d'argent que dans le secteur public, mais on peut le pousser pour travailler, pour donner de la productivité. Mais si vous voulez, pratiquement plus que les 2/3 aujourd'hui travaillent ou à la limite font plusieurs métiers en même temps. Et donc, si cet employé n'assure pas le minimum qui lui est demandé en fait au niveau de son travail, je ne sais pas pourquoi il doit rester dans le secteur public. Deuxièmement, il y a beaucoup d'institutions qui ne servent à rien. Même avant la crise, en 2019, la commission parlementaire donc avait identifié 99, je dirais quelque part plus que 90 pour être plus précis. Donc, c'est plus que 90 institutions qui ne servaient absolument à rien. Et donc, le fait de fermer ces institutions, au moins... Nos dépenses vont diminuer de façon aussi grande. Aussi aujourd'hui, en fait, avec tout le corps diplomatique qui se trouve à l'étranger, c'est catastrophique. En fait, on a Monsieur Aja, vous êtes aujourd'hui encore convaincu que le passage par le Fonds monétaire international est inévitable? Il est obligatoire, et oui. Si vous voulez, en fait, pour réunifier la monnaie, vous avez deux méthodes. Une méthode violente et une méthode, je dirais quelque part, qui passe par le FMI. La méthode violente est la suivante. Il suffit que la Banque centrale se retire du marché, qu'elle laisse tout. Et là, on va avoir des chiffres donc, comme celui qu'on a vu il y a pratiquement un mois d'ici. Donc 145, 200, 300, rien en fait. Et là, tous les prix vont se réunifier. Donc tous les taux de change vont se réunifier. Mais là, c'est catastrophique parce que les familles donc, qui ont des ressources très basses, ben là, si vous voulez, elles vont se retrouver face à un gros problème. Et là, ça pourrait aussi déclencher des heures donc, et puis des manifestations, etc. Alors, la deuxième méthode qui est souhaitable, c'est que, si vous voulez, que ça se fasse progressivement, c'est ce que j'ai dit. De façon graduelle. Donc, on peut dire, on le met à un certain niveau et puis on commence à élargir la marche donc, tout autour jusqu'à ce qu'à un moment donné, on lâche complètement. Alors, l'idée de base est la suivante, c'est de dire que qui va payer, qui va financer le support de ce dollar à des niveaux en fait progressifs jusqu'à ce que vous le lâchez complètement. Qui va le payer? En fait, les 3 milliards que le FMI va nous donner en termes de crédit, il va financer deux choses. D'abord, le déficit au niveau donc, du budget et deuxièmement, en fait, la réunification du prix du dollar. Oui, certainement. Revenons ici au Fonds monétaire international et aux réformes bien, voilà, que demande le Fonds monétaire et qu'on doit commencer, c'est la restructuration du secteur public. Mais en parallèle, nous avons vu une augmentation des salaires, une correction, soi-disant, des salaires qui a été votée par le gouvernement. Est-ce que l'augmentation du dollar douanier, du dollar soi-disant de la TVA, donc du taux de change appliqué pour pouvoir calculer la TVA, avec ces nouveaux taux, avec le dollar douanier, est-ce qu'on est sûr qu'on pourra financer cette augmentation? Non. Parce que si vous voulez, en fait, tout simplement, il y a de la contrebande, il y a l'évasion en fait douanière, et donc on peut pas d'une façon ou d'une autre, on ne peut jamais en fait espérer ce qu'on met sur le papier en fait se réaliser. Hein. C'est impossible. La raison, elle est très simple, si vous voulez. Donc le financement n'est pas assuré. Non. Mais si vous voulez, il y a quelque chose de, c'est pas caché en fait, mais c'est un piège en fait. Parce que si vous voulez, on ne parle pas en fait de hausse des salaires du secteur public. Eux, ils veulent respecter, ou plutôt les responsables politiques veulent respecter les consignes du FMI pour qu'on reste en bon terme avec eux. L'idée est de dire c'est une contribution
C'est une aide. C'est une aide. Ouais. En fait, ils utilisent le mot en arabe mousseha, mais une contribution. Ça ne rentre pas dans le salaire de base. Absolument pas. Et donc l'idée de base, c'est de dire que ça pourrait arrêter demain matin. Là, pour faire taire la rue, c'est très simple, on fait cette hausse, mais en réalité... Mais la Banque centrale serait obligée ici d'imprimer des billets. Exactement. Donc, et là, c'est ce que je vous ai dit, le mécanisme je pense que ce mécanisme, il a été conçu quelque part parce que il est relativement intelligent au niveau technique. Ces dommages sociaux sont là. C'est-à-dire l'idée de dire on rattache tout au taux de Saïrafa. Et puis quand le taux du marché noir augmente, on augmente Saïrafa avec. Et donc on ramasse obligatoirement la liquidité. Et donc est-ce qu'on est rentré dans une libanaise. phase d'hyperinflation? Absolument, ça depuis longtemps. Mais si vous voulez, ce dont j'ai peur, c'est que le gouvernement a perdu complètement le contrôle. Et donc c'est pour cette raison que je vous ai dit au départ, et là vous m'aviez interrompu pour me dire à quel coût, c'était de vous dire en fait, la Banque centrale, si elle n'avait pas en fait intervenu, si elle n'était pas intervenue la dernière fois en ramenant le prix de 145 à 90, je pense que la perte de contrôle, elle était totale. Hein. Et là, c'est pour cette raison aussi, je vous ai dit au départ dans la première question, oui, c'est une période d'incertitude parce que qu'est-ce que vous allez faire? Je vais dire, le profil du prochain gouverneur, ou à la limite, par intérim, le responsable par intérim, peu importe ce qui est, qu'est-ce qu'il va faire en fait comme technique pour pouvoir, en cas de perte de contrôle, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire exactement pour contrôler le dollar? Il me reste 2 questions en ce qui concerne la contrebande sur l'économie. Les conséquences sont aussi énormes sur la monnaie nationale. Peut-on décrire ces conséquences, les solutions pour la contrebande? Certainement, vous allez dire que la solution est politique ici aussi. C'est obligatoirement, donc c'est les politiques. Et mais quel était l'écho? C'est une raison aussi de différence majeure entre le FMI et les autorités libanaises. Hein, vous le savez très bien, parce que le FMI voulait obligatoirement qu'on contrôle les frontières et puis qu'on empêche les entrants et les sortants que par des voies officielles. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, au moins au niveau politique, pas pour toutes les forces politiques. Alors, les coûts sont assez énormes. Contrebande et subventions perdues. Les déposants libanais ont perdu combien de leurs dépôts sur la contrebande et les subventions? Je vais vous dire, pratiquement on peut dire que 50 à 60% de ce qu'on importe part à travers les frontières avec la Syrie. En plus de ça, il y a en fait je dirais le transfert du dollar à travers les frontières, mais aussi le transfert du dollar cash qu'on fait à partir donc du secteur bancaire. Ouais. Quand un commerçant, par exemple, veut importer quelque chose, il va déposer de l'argent à la banque. Il va lui dire, donc, tiens, si vous voulez bien donc, me transférer ça à la banque parce que je veux importer des biens et services. Alors, la banque fait cela. L'argent dort dans le compte de ce commerçant à l'étranger. Et donc, il n'y a personne qui peut contrôler s'il a vraiment importé l'équivalent de cette somme ou pas. Nombre. Le nombre, c'est assez difficile, mais je peux vous dire, la contrebande, c'est pas en dessous, en fait, de 12 milliards de dollars. Inclut les subventions oui, que la Banque centrale aussi a été obligée de couvrir. Annuel, oui. Ouais. Donc la contrebande nous coûte 12 milliards de dollars, oui, vous dire, oui. annuellement. Ok. La dernière question là que je... là, ça va être en fait moindre parce qu'il n'y a plus de subventions. Certainement. Mais depuis avec le pic 2019 jusqu'à maintenant. Mais le gouverneur ici a été obligé d'appliquer des décisions, ou bien ce sont des décisions qui ont été prises par le gouvernement? En fait, c'est le gouvernement de M. Hassan Diab qui l'a réclamé, mais quelles sont les conditions ou le contexte qui l'a obligé à accepter le gouverneur à accepter d'exécuter cela? Ça, il faut lui demander à lui, en fait. À M. Hassan Diab? Non, au gouverneur. Mais la question... pouvait dire non. Il pouvait non, mais de toute façon, je pense quelque part, ça je l'ai lu quelque part pour un columniste politique, il disait dans un article que le gouvernement de M. Hassan Diab
souhaité que le gouverneur refuse à cette époque d'exécuter donc Pour la avoir un demande, papier contre lui. pour avoir un papier contre lui pour l'enlever de son poste. Ouais. Et il faut rappeler que le gouvernement de M. Hassan Diab aussi avait voté le défaut de paiement. C'est exactement. Il faut le rendre responsable. Et ça, c'est C'était à quel catastrophique. C'est catastrophique. En fait, je peux vous dire, c'est une catastrophe. 85% de la dette publique, elle revient aux déposants donc dans les banques libanaises. C'est une honte. S'ils savaient ça, ils savaient ça. Et avaient pris la décision, ça veut dire que c'est un complot contre le peuple libanais. S'ils ne savaient Vous êtes pas, convaincu en fait, qu'ils ne savaient pas ça? S'ils ne le savaient pas, en fait, la catastrophe, elle est encore beaucoup plus importante puisqu'on a des ignorants qui nous gouvernent. Bien voilà. Je vous remercie, professeur Jassem Raja. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission et de toutes nos émissions sur nos réseaux sociaux. Au revoir.